Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler du striptease. Alors je me présente, je m'appelle Jean-Paul Hébrard, je suis journaliste pour Power Boost et effectivement on va faire un focus sur le striptease et j'ai le plaisir d'accueillir Damien Brun qui est le spécialiste dans ce domaine. Damien Brun, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, vous pourriez l'applaudir. Merci. Damien Brun, vous travaillez donc pour Arvalis. Je vous donne un micro, ça sera beaucoup plus pratique. Merci, effectivement. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du striptease, déjà, la définition? Donc le striptease, c'est une méthode de travail du sol simplifiée qui s'inscrit entre du travail sans labour classique et du semi-direct, et donc qui consiste à uniquement travailler sur la future ligne de semis. Alors, c'est récent ou c'est pas récent? Alors, effectivement, on en parle beaucoup depuis quelques années, mais effectivement, il faut quand même avoir en tête que bon, ça existe depuis les années 70-80, en l'occurrence par rapport à un outil qui s'appelait le rotasemi et qui consistait en fait à uniquement fraiser des lignes de semis à un moment où il n'existait pas de vraie machine pour faire du semi-direct. Alors là, il faut que vous nous expliquiez concrètement, on travaille sur quelle largeur et à quelle profondeur? Donc globalement, ces dimensions-là vont bien évidemment être réglables. Mais disons que la largeur va être comprise entre, allez, en gros, 15 à 20 cm. Et la profondeur, la plupart du temps, on va dire par rapport à ce qui est fait par les utilisateurs, va être elle aussi comprise entre 15 à 20 cm maximum, rarement au-delà. Damien, quelles sont les cultures qui sont concernées? Donc les cultures qu'on va pouvoir réaliser, alors toutes, non, pas tout à fait, puisqu'il faut qu'elles soient adaptées donc, à ces forts écartements. Et donc on va retrouver principalement donc, des cultures comme le maïs, comme le colza, comme la betterave, comme le tournesol, ou bien encore éventuellement le soja, ou on va dire d'autres que l'on pourrait imaginer compte tenu des écartements larges d'une cinquantaine de centimètres minimum. Alors vous avez parlé de la betterave, ça tombe bien puisque justement on a l'expert betterave qui nous rejoint. Il s'agit de Pascal Lamette, vous travaillez pour l'ITB et l'ITB c'est l'Institut technique de la betterave. On va vous donner un micro. Voilà. Pascal Lamette, bonjour. Concrètement en betterave, c'est intéressant le striptease? Bonjour à tous. Bien sûr, le striptease est intéressant. Le non-labour est une pratique utilisée chez les betteraviers depuis une vingtaine d'années, avec quelques difficultés par endroit. Lorsque l'on est effectivement en outil conventionnel, on se heurte encore à des zones creuses et des zones indurées, et qui occasionnent souvent du fourchage. L'intérêt du striptease est effectivement de préparer cette ligne de semis, future ligne d'enracinement, et d'obtenir une perfection sur la conformité de la racine. Voilà, et on le voit justement à l'écran, juste derrière nous. Alors, on va parler aussi du colza et on va accueillir Gilles Sauzet, qui est l'expert en matière de colza. On peut aussi l'applaudir, s'il vous plaît. Je vais en profiter pour récupérer des micros aussi sur scène, s'il vous plaît. Alors, Gilles Sauzet, vous travaillez pour Terrinovia. Terrinovia, c'est le nouveau nom du 7e. Voilà, anciennement le 7e, effectivement. Aujourd'hui, ça s'appelle Terrinovia. Dans le cas du colza, intéressant ou pas? Oui, tout à fait. Bonjour à tous déjà. Le striptease est vraiment intéressant pour mettre en place du colza. Il faut savoir qu'en colza, l'interculture est courte entre la céréale ou les protéagineux et donc le semis du colza, ce qui fait qu'il faut limiter les interventions pour remplir les objectifs et éviter pour conserver une structure et éviter de faire des bottes. Donc le striptease peut évidemment nous rendre service par sa dent de fissuration déjà. Il va pouvoir nous permettre d'assurer la croissance du pivot. Ensuite, les striptease, on le verra tout à l'heure, sont équipés de chasse-débris. Donc, on a une libération de la ligne. On enlève les résidus de la ligne, ce qui fait qu'elle nous permet de bien positionner la graine. Ensuite, on va travailler la plupart du temps uniquement la ligne de semis. Donc, le fait de ne pas du tout travailler l'inter-rang va limiter la germination des adventices. Donc, c'est encore un avantage qui est intéressant et qui peut nous conduire vers de l'innovation, c'est-à-dire désherber uniquement le rang, ce qui fait qu'on limite la quantité de produits utilisés. Et donc, avec ce striptease, vu les avantages acquis déjà en termes de temps de travail, etc., on peut également apporter un peu d'innovation encore avec la localisation d'engrais, ce qui est possible, dans le rang, à proximité du pivot, et également l'intégration de couverts dans la culture, de couverts associés au colza, à condition d'avoir évidemment une double caisse ou une caisse avant. Voilà, donc le striptease est effectivement un outil qui nous permet de progresser vers une meilleure qualité d'implantation du colza. Donc blé, orge, oui, betterave, oui, colza, oui, tournesol. Tournesol, oui, tout à fait utilisable, bien entendu, pour faire des couverts avant tournesol, pour implanter du tournesol, avec, on en reparlera plus tard, un petit bémol dans les terres argileuses, où il faut avoir des interventions décalées, quoi. Et maïs?
Alors, je me permets juste de corriger ce que tu disais, Jean-Paul. Donc, blé orge, vous avez bien compris qu'on n'était effectivement pas dans la définition du striptil, de par l'écartement. Mais effectivement, maïs, également culture intéressante, pour différentes raisons. Le striptil, comme tout travail du sol, va permettre un certain réchauffement de la ligne de semis. Le maïs, c'est aussi une plante qui est relativement sensible aux accidents de structure. Donc, le travail du sol en profondeur va permettre, je dirais, un bon enracinement de la culture. Et puis, ce qu'on cherche aussi également, c'est d'avoir une culture qui soit parfaitement homogène, une levée synchrone. Et donc, le travail qu'on va faire sur la ligne va permettre donc d'apporter vraiment une sécurisation, d'avoir une levée qui soit nickel, et donc une culture qui, au final, exprime globalement, je dirais, tout son potentiel. Oui, effectivement, du striptil sur du blé, on le saurait, c'est le soleil là, je crois qu'il commence à chauffer un petit peu. Alors on a une vidéo justement qui va nous permettre de mieux comprendre comment aujourd'hui travaillent les pièces travaillantes sur un striptil. Vous allez voir, top image juste derrière moi. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Toutes les pièces travaillantes du striptil ont une fonction précise afin de permettre le travail du sol en bande. Voici dans le sens d'avancement les différents éléments importants. Le coutre circulaire, il fait une découpe de quelques centimètres pour couper les débris végétaux longs. Non seulement il évite le bourrage de l'élément, mais il sert aussi d'amorce au travail de la dent qui se trouve sur le même axe en retrait. Les chasse-débris poussent quant à eux de part et d'autre durant les débris végétaux libres pour faire une bande de terre propre. Leur réglage est assez délicat si on veut obtenir une bande assez dégagée sans être pour autant creusée à cause de la terre projetée en interrang. La dent fait le gros du travail, elle permet la fissuration et le mélange des horizons. Selon sa forme, le mélange sera plus ou moins important alors que la fissuration est toujours réalisée. Les disques de canalisation, comme leur nom l'indique, canalisent la terre projetée par la dent. Cette terre est conservée sur la future bande et n'envahit pas les interrangs. La hauteur et la largeur de terre souhaitée sont réglables grâce à cet outil. Enfin, les éléments de rappui terminent le travail. Leurs formes sont variables selon ce que l'on veut atteindre. Un maintien de l'humidité ou un réchauffement de la partie superficielle de la terre. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien comment les pièces travaillent, en fait comment chacune apporte une partie donc, du travail nécessaire. Après l'aspect agronomique, on va s'intéresser à l'aspect économique. Concrètement, ça coûte combien ? Donc globalement, on va dire qu'en moyenne, on peut compter 3 000 à 3 500 euros par élément. Par élément, bien évidemment. Ce qui fait, si on traduit ça, je dirais pour des machines, on va dire, un peu conformes, enfin qui vont être conformes à ce qu'on va retrouver ici localement par rapport aux cultures, je pense notamment à la betterave ou aux écartements, type 50. En gros, il faut compter 20 000 euros pour un 6 rangs et puis une quarantaine de mille pour un 12 rangs. Alors maintenant, il faut voir est-ce que ça rapporte concrètement, qu'est-ce qu'on peut en attendre en gain Donc effectivement, de temps, peut-être. Tout à fait, oui. Par rapport à ça, effectivement, on a fait des simulations sur des fermes types. Donc notamment, on s'est appuyé sur un cas type Picardie, donc d'une ferme d'environ 230 hectares, qui aurait à peu près 50% de sa surface avec des cultures donc type betterave colza, donc sur laquelle on peut utiliser le striptil. Donc la situation, donc l'idée de l'étude, c'est de regarder une situation, je dirais, striptil et une situation de départ. La situation de départ, en gros, c'est travail classique, labour, on va dire, sur betterave. Et colza, c'est moitié labour, moitié travail simplifié. Donc en termes de chiffres, là je prends mes anti-sèches parce que je ne les connais pas par cœur. En termes de colza, en gros, c'est 15% de temps de gagné, donc ce qui fait en gros passage de 1h34 à 1h20 par hectare. Et sur la betterave, on gagne 35% de temps. On passe de 3h10 à 2h par hectare, donc sur uniquement la partie de préparation. Et si on s'intéresse à présent à une autre économie possible, c'est l'économie de carburant. Est-ce que vous avez quelques chiffres ? Effectivement, par rapport au carburant, là, c'est un petit peu plus élevé. On est sur un ordre de grandeur de 48% d'économie. Donc, pour le colza, on passe de 42 litres à 22 litres hectare sur la préparation encore. Et puis sur la betterave, donc là, on est sur 55% d'économie. On passe de 80 litres à 36 litres hectare. Donc on voit que ce n'est pas neutre. Concrètement, est-ce qu'il faut acheter cet outil en commun, puisqu'on a vu quand même qu'il coûte cher ? Donc pourquoi pas, effectivement, si la surface est relativement faible et qu'on a peur de ne pas l'amortir. Après, je dirais c'est une question qui est à répondre au cas par cas, selon la SAU, selon la part relative des cultures sur lesquelles on va pouvoir valoriser. Et donc il est un peu difficile, je dirais, d'avoir une réponse uniforme pour toutes les situations. Alors maintenant, grâce à la vidéo, on va se transporter, pas très loin d'ici, quoique, on va rencontrer un agriculteur qui justement va témoigner de son utilisation du striptil. Image. Thierry Gabi, agriculteur à Craonne, dans l'Aisne.
sur une exploitation de polyculture de 204 hectares. Mes rotations sont relativement longues, elles sont composées de luzerne déshydratée, betteraves, céréales, blé d'hiver, orge de printemps, maïs, tournesol, du colza également, parfois du tournesol et des protéagineux. Je suis passé en TCS en 2001 sous l'angle de l'agriculture de conservation, c'est-à-dire un travail plutôt superficiel, entre 0 et 5 cm de profondeur. Et je me suis tourné vers la technique du strip-till depuis 4 ans. J'implante en strip-till 4 cultures, le colza, les betteraves, le tournesol et le maïs. Une des problématiques des TCS, ce sont l'implantation des cultures de printemps qui peuvent poser parfois souci, notamment au niveau des sols qui sont relativement plus gorgés d'eau et donc beaucoup plus froids. On a également un problème de minéralisation d'azote et parfois un problème de reprise en masse des sols. Comme mes sols sont essentiellement des sols légers, donc avec très peu d'argile à l'intérieur, ils n'ont pas de restructuration naturelle. Le strip-till permettait justement de résoudre à lui seul l'ensemble de ces 3 problématiques pour l'implantation des cultures de printemps. Je me suis tourné vers un outil en cirant, associé à mon semoir. Du fait des sols légers, cela me permet de faire en un seul passage mes implantations et donc mes semis. Le strip-till permet de fissurer juste à l'endroit où va s'implanter la culture, de faire une fissuration assez profonde, entre 15 et 20 cm, et donc de restructurer le sol et également de faire le lit de semence qui permet d'implanter directement la culture. Donc le strip-till est bien une technique à utiliser uniquement quand on est en TCS ou en non-labour, qui n'est pas du tout adapté pour les gens qui sont sur des systèmes labour. Et le moindre travail de sol préalable au passage du strip-till fait en sorte que l'on a un peu un billonnage. Ce n'est pas dramatique, mais il faut savoir qu'il faut un travail minimum pour utiliser un strip-till. Je consomme à peu près 7 litres de carburant pour implanter une culture à l'hectare en un seul passage avec un tracteur de 130 chevaux. Ce sont des cultures qui sont implantées facilement. Une seule personne peut implanter directement ces cultures et c'est une technique d'avenir pour les gens qui sont partis vers ces techniques culturales simplifiées. Alors, je ne sais pas vous, mais on peut quand même se dire, c'est pas forcément ce qu'on imagine en parlant de strip-till. Pascal Amette, est-ce que c'est pas un cas un peu extrême? Extrême, non. Je pense qu'il y a une très bonne réflexion sur l'approche qu'expose M. Guiwi à l'instant. Simplement, il expose bien justement les difficultés pour réussir un bon semis en betterave. Il faut que la préparation de sol soit à l'optimal, effectivement, pour assurer la population et surtout une levée rapide de cette culture. Strip-till va nous permettre effectivement de prendre les sols peut-être un petit peu plus tôt pour ambitionner, j'allais dire, des semis précoces, donc augmenter la potentialité. Mais si le sol ne s'y prépare pas, ne s'y présente pas à la sortie de l'hiver, on le voit bien sur l'exploitation de M. Guiwi, il a fallu une préparation supplémentaire pour affiner au printemps et ensuite travailler avec son outil. Pascal Amette, concrètement, comment fait-on pour choisir sa date d'intervention? J'allais dire, on va rester aussi rigoureux et procédurier qu'en conventionnel, à savoir que l'état du sol, c'est lui qui va nous guider et nous permettre de déclencher cette date d'intervention. Quelquefois, notamment sur des limons froids ou argileux, on sera légèrement en décalage par rapport à une intervention sur labour, car la présence de l'humidité va nous gêner. Ça a été évoqué sur l'exploitation en question. Sur des terres argileuses, on peut carrément envisager des passages de strip-till à l'automne, avec une légère reprise, elle aussi, j'allais dire strip-tillée, si vous me permettez le terme, au printemps devant les lignes de semis. Alors qu'en sol léger, limon léger ou terre sur craie, effectivement, uniquement les interventions au printemps, début mars, ou quelques jours devant le semis suffisent. Alors justement, on a des constructeurs qui ont amené leur matériel. Alors on va rejoindre ces matériels pour voir concrètement comment cela se passe. Damien Brun, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon la période durant laquelle on va intervenir, on ne va pas avoir les mêmes réglages. C'est bien ça? Alors là, on est devant ce matériel Garneland. Donc effectivement, selon les périodes, on n'aura pas tout à fait les mêmes réglages. Si on commence en premier par du travail d'été, donc je pense notamment à un cas de figure comme une implantation de colza, si on a bien écouté ce que Gilles disait, donc ce qui va être important, c'est notamment ici, donc au niveau des chasses-débris, donc de permettre que ces chasses-débris-là dégagent bien la ligne, donc écartent bien les pailles, de façon à avoir une bande travaillée qui soit bien propre.
Le deuxième autre point qui va nous intéresser, surtout dans le cas de figure d'un travail du sol et d'un semis qui vont se faire en décalé, ça va être le système de rappui donc, et d'émiettement à l'arrière, où on va plutôt, je dirais, s'orienter vers une roue type plaine bande caoutchouc, de façon à laisser un profil de sol refermé et donc à maintenir au maximum l'humidité du sol, donc pour permettre derrière à la culture de germer relativement rapidement. Donc on était sur de l'été. Si on passe sur du travail d'automne, donc comme le précisait tout à l'heure Pascal Lamette, donc ça va plutôt concerner des sols lourds. Où, donc là en sol argileux, on va pas spécialement chercher à travailler de façon très fine. Donc on va plutôt chercher donc à esquiver donc l'élément qui va faire le rappui et l'affinement. Éventuellement très légèrement pincer les disques à l'arrière. L'idée du travail d'automne, c'est de faire un très léger butage et d'avoir, je dirais, une vitesse d'avancement qui ne soit pas très élevée, de façon à faire quelque chose qui soit légèrement grossier, sachant qu'on va compter notamment sur l'action du climat durant l'hiver pour faire évoluer cette bande. Et si besoin, comme on le disait tout à l'heure, selon les cultures, on pourra éventuellement refaire une intervention d'automne, je dirais un peu selon le cas de figure, selon un peu la façon dont on va sentir les choses. Et donc je termine sur, je dirais, un travail de printemps un petit peu classique, c'est-à-dire un travail de printemps qui là va plutôt se faire en sol léger, où donc on aura effectivement à jouer, alors peut-être pas forcément trop en abus, mais à jouer, je dirais, avec les chasse-débris pour dégager la bande. Donc là-dedans, on va nous faire le travail de fissuration, de mélange. Éventuellement, on pourra avoir de l'engrais localisé. Et puis en termes de rappui, logiquement au printemps, on va plutôt chercher à faire du réchauffement. Et donc par des roues de ce type-là, donc qui vont laisser un profil légèrement ouvert avec quelques mottes sur le dessus, on va effectivement plutôt favoriser le réchauffement du sol. Donc voilà globalement 3 grands cas types par rapport aux périodes d'intervention. Reprise de printemps, si besoin, vous pouvez venir sur le stand, on pourra vous montrer des choses supplémentaires. Voilà, donc là je suis juste à côté d'une antenne GPS. Alors c'est vrai que Gilles Sauzet, quand on pense Striptil, on pense système de guidage. Est-ce toujours nécessaire, impératif? Tout à fait, on pense effectivement système de guidage. Ce n'est pas indispensable. Il faut savoir qu'en 2011, un utilisateur sur 4 est équipé d'un système de guidage. Bon, ça a dû évoluer depuis, évidemment. Alors évidemment, lorsqu'on est en pratique dissociée, en sol argileux par exemple, et que l'on va faire un passage de striptil, un passage de fissuration, donc, puis un SMI quelques temps après, avoir un système de guidage est beaucoup plus confortable et permet d'avoir un travail beaucoup plus précis. Par contre, lorsqu'on est en système simultané, donc striptil, semoir, dans la foulée, quoi, le guidage est moins indispensable. Donc pour le confort du travail, pour la précision, oui, le système de guidage est une technique intéressante et parfois indispensable, en particulier lorsque les interventions sont dissociées. Autre question, est-ce que dans certains cas, il faut déchaumer? Oui, je pense que dans certains cas, il faut déchaumer. Alors il faut savoir donc que quelle que soit la culture que l'on va mettre en place, il est important de faire un diagnostic de l'état de la parcelle avant de prendre une décision, de travail de la structure et de déchaumage. Et dans le cas où on aurait des mulots, par exemple, des limaces même, je pense qu'un travail de déchaumage est quand même intéressant pour perturber ces agresseurs, quel que soit le type de mise en place que l'on va faire après, donc c'est-à-dire semi-direct ou striptil. Donc dans ce cas-là, effectivement, il est intéressant de déchaumer. Bon, ce déchaumage va avoir des inconvénients d'assèchement léger du lit de semence, de mise en germination des adventices, mais quoi qu'il arrive, le problème majeur est le mulot ou la limace, donc le déchaumage est indispensable dans ce cas de figure. Alors Pascal Lamette, si vous voulez bien me rejoindre ici, comment doit-on gérer les différents couverts donc, avant une intervention avec un striptil? Mes collègues là, ont bien défini le principe de fonctionnement de ces outils, notamment Damien ou Gilles, ainsi que Gilles. Et il est vrai que ce sont des outils qui sont faits pour travailler sur des sols fermes. Donc on a évoqué la nécessité de maintenir les opérations de déchaumage, c'est évident pour les ravageurs. Par contre, ça restera relativement quand même superficiel pour mener à bien la performance striptil. Dans présence des intercultures, on va essayer de contrôler cette interculture juste à l'entrée de l'hiver par le passage de l'outil. Donc ça supposera quelque part soit une régulation chimique, soit carrément à nouveau un léger molchage superficiel de façon à ne pas pénaliser l'intervention du striptil. Et pour Damien, concernant l'enfouissement des engrais de ferme? Donc là, je dirais à peu près la même chose.
Sauf qu'on a la réglementation derrière, bien effectivement. Donc si, je dirais, réglementairement, on doit effectivement enfouir les engrais, là, je dirais, comme ce qu'on disait tout à l'heure, on le fera avec un travail qui va être relativement superficiel, de façon à laisser, je dirais, effectivement un maximum de sol ferme. Vous allez voir sur les photos, il faut bien effectivement penser que le travail superficiel qui va servir à très légèrement enfouir les engrais de ferme va être aussi un parfait outil de faux semis dans la culture qui suit. Vous voyez ici à gauche donc fumier qui est enfoui par un travail superficiel, à droite fumier non enfoui. Bon, les photos parlent d'elles-mêmes. Damien, toute dernière question. On en parle beaucoup du binage. Est-ce qu'effectivement, il y a incompatibilité entre striptil et binage? Alors du coup, je crois que c'est plutôt Pascal qui répond à ça. Je laisse. Pas sûr. Oui, Pascal? C'est pas grave. Nous, l'expérience en betterave montre qu'effectivement, le binage qui aujourd'hui, on a de plus en plus recours en complément de désherbage, un alternatif, sur les versions striptil, peut nous poser un handicap si c'est un passage strict du striptil. Par contre, dans la version où on a eu recours à du mulchage, par exemple, en cours d'hiver ou en sortie d'automne, on a amélioré significativement la destruction des résidus, mais il serait de bonne loi d'envisager binage de type rotatif, et non pas du conventionnel rasette qui, malheureusement, vont accumuler les débris végétaux. Donc maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Si vous avez des questions, si vous envisagez d'appliquer cette technique, c'est le moment, puisque vous avez les experts sur les cultures, de poser votre question. Il suffit de lever le bras et puis juste de nous faire signe. Qui souhaite poser une question? Monsieur, que je connais bien, qui est un expert du machinisme, mais que je vais demander quand même qu'il se présente. Alors attention, la question va être précise là. Merci. Jean-Paul Daouz, Chambre d'agriculture de la Marne. Ah oui, j'ai pas besoin de me lever, c'est très bien. Le striptil permet des économies de carburant, j'ai compris ça. Moi, je considère qu'elles doivent être dues au fait qu'il travaille moins de volume que d'autres systèmes, de volume de terre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où le striptil ou le striptillage trouve ses limites et nécessite un décompactage général? Ou est-ce que dans les expériences internationales ou françaises, le striptil se suffit à lui-même pendant 20 ans et tout marche bien? Bonne question. Qui s'en charge? Ouais, très bonne question. Je vais te faire une partie de la réponse. Effectivement, déjà le recul, comme tu le mentionnais, Jean-Paul, aujourd'hui on ne l'a pas, ça c'est clair. Après, c'est vrai qu'il faut effectivement, il ne faut pas dire lui donner des vertus qu'il n'a pas. Ça reste un préparateur de lit de semence ou un facilitateur de lit de semence. Ce n'est pas un décompacteur, même si on peut aller effectivement plus profond que 20 cm. C'est vrai que la plupart du temps, ça va plutôt s'accompagner effectivement d'une certaine politique de respect des sols, de limitation des mesures, de moindre tassement, d'essayer de limiter les récoltes tardives. Donc c'est sûr que ça ne va pas récupérer, je dirais, effectivement, toutes les situations, je dirais, catastrophiques. Et les quelques personnes qu'on suit ou qu'on connaît un peu, notamment en monoculture de maïs, où là, effectivement, les récoltes ont tendance à être un peu tardives et un peu massacrées. Je dirais effectivement, quelquefois, de façon, je dirais, un peu ponctuelle, peuvent effectivement avoir recours effectivement à de la fissuration sans bouleversement, bien effectivement, mais ça peut arriver. C'est vrai que ça peut arriver, tout à fait. Qui souhaite poser une seconde question? Allez-y, il suffit de lever le bras. Une question pour l'utilisation de cet outil, peut-être dans le cadre de votre exploitation. Est-ce qu'il y a une seconde question? On peut en prendre une seconde? Personne? Si, monsieur, si vous voulez bien vous présenter aussi. François Vivier, dans le Pas-de-Calais. Est-ce qu'il y a de la recherche qui est faite pour la pomme de terre? On n'a pas parlé. Alors, comme vous l'avez compris, le principe de base de la technique, c'est de dire, on n'a pas tout mentionné, mais c'est plutôt effectivement dans un souci de conservation des sols, de moindre volume de terre travaillé, et surtout de pourcentage de la surface du sol qui est couverte par les débris végétaux. Alors c'est vrai que dans certains cas types, on voyait notamment le cas de figure de M. Guéoui, où pour des raisons, on va dire techniques, il y a un travail en plein qui est fait. Je dirais on est un petit peu à côté de la définition type, donc on perd un petit peu les intérêts quand même, puisqu'il y a un passage supplémentaire, un peu plus de carburant. Donc je dirais par rapport à la pomme de terre, j'ai un peu du mal à voir comment on peut concilier les deux, vu qu'on va travailler l'intégralité du volume de la parcelle, et que, notamment la récolte, on va tout remettre à zéro. Donc quelque part, on va un petit peu, je dirais, annihiler tous les bienfaits qu'on aurait pu accumuler avant, quoi. Ensuite, une autre question? Personne? Si, monsieur au premier rang. Oui, Vincent Guyot et Tadej Bocchio.
Ouais, je suis là. D'accord, excusez-moi. Ouais. On vous voit. Est-ce que ça ne serait pas une solution pour faire pousser les betteraves en terre blanche, très très blanche, craie-craie, où aujourd'hui on voit à peine les lignes? Et est-ce qu'on n'a pas du tout parlé du striptil végétal? Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot? Bonne question pour le striptil végétal. Alors, déjà pour la craie. Donc pour la craie, vous avez bien résumé la situation. On a l'exemple aujourd'hui, quand on circule sur la Champagne, 80% est sur le point de couvrir, 80% sont des parcelles. Et puis on a des craies un peu difficiles où aujourd'hui on a des lignes de semis qui sont à peine à 30% de niveau de couverture du sol. Ceux-ci sont souvent le reflet justement de difficultés de reprise au printemps et un manque de rappui des sols, c'est évident, d'autant qu'on est en pleine phase de sécheresse, même en Champagne. Ça va faire 6 à 8 semaines qu'on n'a pas une goutte d'eau. Et dans cet état de fait, le striptil déstructure beaucoup moins au printemps l'ensemble du sol. Et donc, plus facilement, les collègues l'ont expliqué avec les outils qui sont fournis par les constructeurs, on peut à nouveau rappuyer et réaliser la capillarité du sol. Aujourd'hui, tout ce qui est TCS, dont fait partie le striptil, pour moi, c'est les solutions réellement potentielles pour améliorer l'homogénéité de couverture des sols sur des sols blancs comme la Champagne, et notamment ce qu'on appelle les buts érodés, quoi. Alors, le striptil végétal, on avait prévu d'en parler à la conclusion, on en parlera juste après. On vous répond, hein, juste après. Monsieur, vous avez demandé la parole. Oui, Jean-Michel Chassine, service agronomique de Théréos. Une question à Pascal ou aux autres, mais on a un petit peu, nous, le sentiment qu'en betterave, que les striptils ne préparent pas assez le sol. Hein, la graine de betterave, il faut la placer à 2 cm, une profondeur constante. Hein, c'est une plantule qui est fragile. Et on a un petit peu le sentiment que derrière striptil, déjà, on rate plus facilement l'élevé. Hein, nous, les essais qu'on a faits, on se retrouve avec 20-30 000 pieds de moins que l'optimum. Et c'est très lié à la profondeur de semis, au manque de rappui parfois. On est en préparation classique, hein, on rappuie, on affine, on rappuie, on affine, on rappuie. Donc le rappui est important de manière à pouvoir contrôler la profondeur de semis. Donc on a l'impression que les engins proposés ne sont pas tout à fait adaptés à la betterave. En fait, c'est essentiellement ça la conclusion et la réponse à cette question. Donc effectivement, la mise en terre de la betterave, c'est le gage de potentiel de cette culture. Si on loupe cette opération, on sera effectivement à vivre avec un handicap sérieux. Aujourd'hui, ça a bien été évoqué d'ailleurs sur les différents éléments de recouvrement que Damien nous a commentés. Ils ne sont pas universels et ils ont bien des définitions à des conditions d'emploi chacun. Et on ne peut pas prétendre utiliser un outil aussi bien en terre limoneuse, argileuse ou sol blanc de Champagne à l'identique et selon la différente période d'utilisation. Donc il faut bien repenser quelle époque j'utiliserai mon outil et dans quelles conditions. Maintenant, un élément indissociable, ça n'a pas été évoqué au cours de cet exposé, ce n'est pas le striptil sol qui va réussir la levée de la betterave, il s'agit d'avoir le bon semoir derrière. Et on ne peut pas utiliser un semoir dit conventionnel pour faire du striptil, il faut bien un semoir à semis direct qui aura les prédispositions avec lui aussi discouvreur et des éléments de recouvrement adéquats pour à nouveau obtenir un rappui suffisant du sol. Donc là, à présent, on va attaquer la conclusion avec les points clés. Alors peut-être, est-ce que vous avez des chiffres qui permettent d'évaluer donc l'amélioration du rendement pour chaque culture? Damien, peut-être c'est vous qui débutez. Allez, je commence. Donc, par rapport au maïs, effectivement. Donc effectivement, par rapport au maïs, divers essais qui ont pu être réalisés dans différentes régions, dans différents contextes pédoclimatiques. Là, j'en ai retenu que un. Donc c'est en gros région centre, c'est du maïs grain qui est en rotation céréalière. Donc globalement, on a du labour, du travail simplifié classique du striptil. On a donc un essai qui a été conduit sur 3 années consécutives. On n'a pas les écarts types, mais on a des choses qui sont plus ou moins fortes selon les techniques. On a globalement des rendements qui sont approximativement équivalents, peut-être un tout petit peu légèrement en retrait, qui globalement reflètent surtout, je dirais, un manque de maîtrise, en très forte majorité la première année. Parce que nous, je dirais comme les agriculteurs, on découvrait la technique, on découvre la machine, donc pas forcément mis dans des très très bonnes conditions. Et puis des choses qui se rattrapent, je dirais, par la suite. Bon, globalement, c'est un petit peu, je dirais, en résumé, c'est un peu ce qu'on voit dans nos différents essais.
plupart du temps, on a toujours un peu de mal à mettre en œuvre la première année. Et je dirais, hormis peut-être pour la monoculture qui là est quand même de la haute voltige et où, quand on est sur des très très gros potentiels, bon, faut vraiment être hyper attentif et on peut, je dirais, assez rapidement perdre des quintaux. Mais dans toutes les autres expés qu'on a pu faire à côté, que ce soit en maïs en silage, en système élevage ou en maïs grain, bon, globalement, on est sur des niveaux de productivité, hein, je parle bien en essai analytique, donc même date de semis, même niveau de fertilisation, ainsi de suite. On est sur des niveaux de productivité qui sont globalement équivalentes aux techniques conventionnelles. Concernant la betterave. Et concernant la betterave, si le graphe apparaît, on va voir effectivement qu'on a une répartition aussi avec un peu sinusoïdale, dirons-nous. Et je crois que Damien a bien résumé l'opération. C'est systématiquement, lorsqu'on arrive sur une exploitation pour proposer cette variante, si l'agriculteur n'avait pas anticipé, j'allais dire, ne serait-ce que par la phase déjà de pratiquer des TCS, ce n'est pas d'une année sur l'autre que l'on peut obtenir des éléments positifs. Donc globalement, on est à performance économique à l'identique au niveau productivité, mais c'est bien sûr les charges moindres qui ont été évoquées au précédent, et notamment une avance en semis qui est généralement de 4 à 5 jours par rapport à des chantiers qui sont sur les grandes surfaces ralentis par l'évolution du chantier de façon ordinaire. Et c'est surtout pour nous un gage de conformité de la racine, des racines bien mieux pivotantes. Et l'absence de racines secondaires, chez nous, pour les betteraviers, ça se traduit par de la présence de tartères assez élevée à l'arrachage. Donc ça, c'est un des atouts qu'on peut mettre en avant avec cette façon de préparer le sol. Gilles Sauzet, pour le colza. Donc pour le colza, effectivement, on est dans une logique, comme je vous disais tout à l'heure, de réduction de travail du sol, voire de semi-direct. Et on se rend compte que pour faire du semi-direct, évidemment, il faut être sur un contexte, sur un sol qui accepte du semi-direct, donc bonne structure, bonne porosité. Donc, dans ces cas-là, le strip-till est une très bonne alternative, hein, puisqu'on arrive à fissurer et à positionner les graines relativement facilement, et surtout, on assure la croissance du pivot. Dans les situations où le semi-direct est limitant, évidemment que le strip-till apporte un plus net de sécurisation de la levée, de sécurisation de la croissance racinaire. Donc, comme on sait que l'implantation est la clé, on va dire, de réussite du colza, évidemment des performances meilleures, quoi, hein. Comparables aujourd'hui aux installations, on va dire, dites classiques de fissuration à la dent, par exemple, quoi. Voilà, donc inévitablement, c'est un outil intéressant pour la culture du colza, et d'autant plus intéressant que nous sommes sur des sols légers où la technique est facile à installer, quoi. Tout à l'heure, vous avez parlé de tournesol, là aussi ? Oui, d'accord. Donc en tournesol, évidemment, on a d'ailleurs commencé nos travaux sur le tournesol, hein. Et là, je dirais qu'on va balayer deux types de sols. Les sols légers, c'est-à-dire peu argileux, moins de 15% d'argile, et les sols plus argileux. Donc en sol léger, donc peu argileux, globalement, des réussites, hein, avec des installations de couverts à l'automne, des installations de tournesol ensuite facilitées, quoi. Par contre, beaucoup plus de difficultés en sol argileux, où on est encore en recherche de la technique sécurisante. Donc, une nouvelle fois, bonne installation des couverts, hein, des couverts végétaux, c'est relativement simple, c'est exactement la même technique que l'installation du colza. Par contre, des reprises de lignes strip-tillées au printemps qui nous posent des problèmes, puisque nous avons des hétérogénéités d'état hydrique qui rendent le travail difficile. On sait que le tournesol nécessite un réchauffement et un affinement du lit de semence, donc il est quasi nécessaire de repasser avec des strip-tills équipés de disques ou avec des strip-tills à dents à faible profondeur. Et évidemment, dans les sols argileux, on a le risque de créer des mottes, ce qui nous oblige à repasser. Donc des difficultés à ce jour, et je pense qu'en sol argileux, la technique n'est pas encore sécurisée, quoi, tout simplement. Bon, c'est clair. Quelques points clés à se souvenir. Donc le strip-till, c'est une méthode de travail du sol, mais l'interaction avec la fertilisation, Damien ? Donc effectivement, par rapport à la fertilisation, c'est aussi, je dirais, un des points forts de la technique et une des origines outre-Atlantique. Donc, ce sont des points qu'on travaille notamment sur deux de nos stations expérimentales. Donc là, vous voyez en photo sur une station polyculture élevage où on regarde donc l'enfouissement d'effluents liquides. Donc là, en l'occurrence, c'est du lisier, donc qui est enfoui derrière la dent du strip-till. Le gros intérêt de ça, c'est que, comme tout effluent organique, le lisier contient donc une partie très importante d'azote sous forme ammoniacale, qui est ultra sensible à la volatilisation, et que donc par ce biais-là, effectivement, on peut, je dirais, garder au maximum donc cet azote ammoniacal et éviter de le perdre. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours, donc sur des fertilisants organiques. Et puis sur la fertilisation minérale, on a aussi des essais depuis quelques années, donc qui concernent le maïs, bien effectivement. Et là, vous voyez au stade en gros 6 feuilles
Vous voyez le reste de dépôt de l'engrais qui a été fait derrière la dent du striptil, à une quinzaine de centimètres de profondeur, et où, à partir de ce stade-là, on voit que le maïs est globalement, explore suffisamment en profondeur pour commencer effectivement à aller on va dire, taper dans la réserve, quoi. Deuxième point clé, est-ce qu'on doit modifier donc son programme de désherbage? Alors par rapport au désherbage, on est effectivement, si on conduit, je dirais, de façon stricte, c'est-à-dire avec aucun travail du sol en plein, on a effectivement des interrants qui sont plus ou moins recouverts, je dirais, de façon importante par des débris végétaux. Ça peut être le cas en système de type monoculture de maïs. Ça va être le cas aussi pour un semis de colza qui va être réalisé sans aucun travail du sol préalable. Et il nous semble, je dirais, relativement opportun ou judicieux éventuellement, via du désherbage localisé sur la ligne de semis, en réduisant donc la surface sur laquelle on va appliquer l'herbicide, donc de diminuer effectivement l'application des herbicides en question dans ces situations-là. Alors pour finir, j'ai deux questions, enfin une qui a été posée par monsieur, donc on a parlé du striptil végétal, c'est effectivement assez nouveau encore. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit? Donc vous allez voir quelques photos qui vont bien vous expliciter les choses. Donc globalement l'idée c'est de mettre en plus ou de remplacer, ou en tout cas de dissocier les couverts végétaux entre le futur rang de semis et puis l'interrang. Donc là vous voyez par exemple un mélange de type céréales légumineuses. Donc la légumineuse bien effectivement va être à l'emplacement du futur rang, par rapport à tous ces bienfaits agronomiques en termes de fissuration, mais aussi et surtout par rapport aux fournitures d'azote qu'elle va nous apporter. Et derrière, effectivement, l'idée, c'est de venir positionner donc, la culture de vente. Donc là, en l'occurrence, ça va être un maïs qu'on va voir un petit peu après. Donc de venir positionner donc, la culture de vente, je dirais, plus ou moins près de cette ligne-là, donc de façon à pouvoir en tirer donc, les différents bénéfices qu'on peut imaginer. Et pour conclure, on a vu des points positifs, des économies de temps, des économies de carburant très significatives. On a vu des points aussi plus mitigés. Alors concrètement, est-ce qu'aujourd'hui adopter le striptil, c'est une bonne idée? Damien. Donc effectivement, comme on a vu, c'est intéressant sur l'aspect économie de temps, carburant, charge de mécanisation. Donc au niveau productivité, alors c'est vrai que selon les cultures, on n'a pas forcément une maîtrise qui est aussi bonne quand on parle colza, betterave ou maïs, même si globalement les choses vont plutôt, je dirais plutôt dans le bon sens. Faut quand même bien retenir, c'est quelque chose qui est quand même relativement pointu à mettre en œuvre, que ça nécessite donc une technicité relativement importante de la part de l'agriculteur, et que, comme on a pu le dire tout à l'heure, on n'y va pas, je dirais, du jour au lendemain, un petit peu en se réveillant. Il faut, entre guillemets, l'avoir, dans certains cas de figure, un petit peu anticipé, notamment sur le point, je dirais, itinéraire technique. Après, vous avez bien compris aussi qu'au niveau des différents instituts, c'est un sujet qui nous semble important, sur lequel on travaille tous, qu'on est loin encore d'avoir les réponses à toutes les questions. Mais on y bosse et je dirais on aura certainement encore d'autres résultats à vous montrer dans le futur.